Allez, presque 14h30 sur LCI, c'est l'heure de notre rubrique environnement. Bonjour Guillaume Woznica. Bonjour Magali, bonjour Philippe. On va parler avec vous tornades, inondations, alors que 4 départements sont en vigilance orange. Votre invitée aujourd'hui, Emma Aziza, bonjour. Vous êtes hydrologue et experte en gestion des risques inondations. Mais d'abord, on commence par ces tornades, 4 tornades recensées dans l'Hérault ces dernières heures. Oui, c'était il y a quelques heures à peine, à la mi-journée, peu avant midi. Alors on sait qu'il y a de gros orages qui éclatent en ce moment dans le sud. Et regardez ces images, c'est assez impressionnant. 4 tornades ont donc été observées sur l'A75, donc à proximité immédiate de l'autoroute. Ça a créé quelques dégâts. Ça a même fait envoler une caravane qui était pourtant tractée par une voiture. Ça montre donc la puissance de ces phénomènes. 4 au total dans le département de l'Hérault, mais il y en a également eu d'autres en début de semaine. C'était durant la journée de mardi, d'abord du côté d'Arles dans les Bouches-du-Rhône. Là, les dégâts ont été beaucoup plus importants puisque au total, près de 200 maisons ont été touchées, dont certaines très sévèrement. Et puis également du côté de Cavaillon, dans le département voisin du Vaucluse. À peu près au même moment, on a également eu un phénomène venteux qui semble s'assimiler à une tornade. Donc voilà ces épisodes qui sont donc assez nombreux depuis le début de semaine. Et puis on n'en a pas terminé puisque ce mauvais temps va se maintenir une bonne partie de la semaine à venir. Donc prudence dans le sud notamment. Est-ce que c'est parce qu'on a tous en tête des images de tornades qui proviennent des États-Unis. Ça, c'est un grand classique, mais des tornades en France, est-ce que c'est normal ? Oui, alors c'est vrai que ça a toujours existé. Vous parlez bien de tornades et non pas de mini-tornades. C'est vrai qu'on a tendance à inventer ce terme qui est faux. Ça n'existe pas. Soit c'est une tornade, soit ça n'en est pas une. Pourquoi on dit souvent une mini-tornade ? Puisqu'on a tendance à les comparer effectivement avec les États-Unis. Alors là, ce sont des tornades de plus faible intensité, souvent en catégorie F0 ou F1. Il y a une catégorie qui va jusqu'à F5. Donc on est sur des tornades qui dépassent rarement les 200 km/h. Aux États-Unis, ça peut aller au-delà de 300 km/h notamment. Et puis elles ont une envergure qui est quand même beaucoup plus faible, de quelques dizaines de mètres. Alors c'est comme aux États-Unis, ça se forme sous ces orages et donc ça peut se produire également en France avec des zones qui sont plus à risque que d'autres, notamment les régions méditerranéennes. Donc là on est en plein dedans, mais aussi les Hauts-de-France avec ces grandes plaines du nord de la France qui peuvent être soumises également à ce risque tornadique. Ah oui, d'accord. La géographie donc a une importance. Voilà, quelque chose à voir avec ces phénomènes, parce qu'entre l'Hérault et puis les grandes plaines de la région Nord-Pas-de-Calais, voilà, géographiquement, ça n'a pas grand-chose à voir, et pourtant. Effectivement, vous avez vraiment des zones prépondérantes, en fait, pour l'organisation et la naissance de ces tornades. Par contre, ce que l'on peut remarquer, c'est que sur le plan statistique, quand on regarde à l'échelle de la France, on se rend compte que toute la France est concernée, puisque toute la France a vécu, dans tous les départements, au moins une tornade depuis qu'on les enregistre, depuis qu'on les suit. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'on a des risques extrêmement violents. Effectivement, pour la majeure partie, pour les 40 à 50 tornades qui peuvent se dérouler, effectivement, il y en a très peu qui vont être de très forte intensité. Ceci dit, ça peut arriver. On a eu dans l'histoire, en fait, des tornades extrêmement importantes de catégorie 4, voire 5, qui ont généré d'importantes victimes, qui peuvent traverser des territoires entiers. La plus longue avait traversé 81 km, donc il faut imaginer quand même la surface qui est traversée. Et ça pose la question de la gestion de crise de ces tornades. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effet dévastateur qui est colossal, qui traverse un territoire. Donc en fait, on n'a plus de repères physiques comme on peut avoir dans un risque inondation. On sait qu'on va avoir le lit mineur, le lit majeur. On sait à peu près où est située la zone inondable. Là, c'est un territoire dans son ensemble qui peut réagir. Le problème, c'est que la gestion de crise aujourd'hui, telle qu'elle est constituée en France, s'appuie sur le risque inondation pour obliger une commune à mettre en place ce que l'on appelle un PCS, un plan communal de sauvegarde, qui est un plan, en fait, avec une boîte à outils générale qui permet à la commune de se préparer, de se prémunir avant, pendant et surtout après la crise. Ça veut dire que quand on a des maisons, des toits qui vont s'envoler, des personnes qui sont sinistrées, il faut savoir où les positionner tout de suite et comment les protéger. Et ça, aujourd'hui, on peut le faire encore aujourd'hui en France que dans les zones soumises à un risque d'inondation où c'est obligatoire. Ailleurs, ça ne l'est pas, alors qu'on voit bien qu'on peut avoir des phénomènes violents. Donc ça pose cette question qu'il va falloir sans doute remettre à jour notre manière de concevoir le risque en France et élargir à toutes les communes, en fait, cette obligation. Oui, puis on se souvient qu'il y a des tornades qui peuvent être très meurtrières. Oui, aussi. absolument. Alors, si elles parcourent effectivement moins de kilomètres, par exemple, qu'aux États-Unis. Les États-Unis, c'est d'ailleurs le pays où il y a le plus grand nombre de tornades par an. J'avais regardé les statistiques, environ 1000 cas par an aux États-Unis. Donc rien évidemment de comparable avec nos 40 ou 50 tornades qui peuvent se produire par an. Mais parfois, elles peuvent être extrêmement puissantes. On parlait de ces catégories F4 ou F5. Donc là, on est sur des vents qui sont au-delà de 300 km/h. Et la dernière de cette intensité qui s'était produite en France, c'était en 2008. C'était dans le département du Nord, justement. On y
tourne, c'était à Aumont précisément. Là, on avait eu des rafales à plus de 300 km/h et des dégâts absolument monstrueux. Il y avait eu 800 maisons qui avaient été touchées, 3 morts, 18 blessés. C'est la dernière tornade meurtrière qui avait touché la France et c'est la plus puissante de ces 40 dernières années. Donc ça peut vraiment être aussi très extrême en France. Ouais, les images sont encore impressionnantes. Et un dernier mot, alors, là on va calculer en dizaines d'années, est-ce que le phénomène s'accentue ou d'après les archives, on sait qu'il y a toujours eu 40-50 tornades par an en France? Je pense que c'est un peu comme le risque inondation, c'est assez complexe à prévoir. Pourquoi ? Parce que c'est multifactoriel. Premièrement, aujourd'hui, on a des outils qu'on n'avait pas avant pour s'en rendre compte. Premièrement, on a les réseaux sociaux. Donc, dès que quelqu'un va observer effectivement une tornade, il va y avoir une prise de vue qui va permettre une transmission généralisée. Ce n'était pas le cas avant. Donc, en fait, si vous aviez 2 ou 3 observateurs, bien souvent, ce n'était pas recensé. Donc, ce sont les plus grandes qui étaient recensées en France. Deuxièmement, on a une médiatisation qui est beaucoup plus forte sur ce type d'événements, alors qu'avant, ce sont plutôt les journaux locaux qui traitaient ces événements. Et puis, surtout, on a des moyens de captation. Faut imaginer qu'avant, on avait un appareil photo. Aujourd'hui, on a des appareils photo numériques qui nous permettent de suivre ça. Juste avec un smartphone, on est capable sur un territoire de prendre des images, d'essayer de comprendre la force, la vitesse, etc. Donc, en fin de compte, il y a une accélération du nombre d'événements perçus. Maintenant, entre la réalité de l'augmentation ces dernières années et ce qui se passait avant, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont passés à la trappe avant, qu'on n'a jamais pu mesurer. Donc, c'est assez complexe à prédire. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a toujours eu des tornades en France. La plus grande et la plus catastrophique a eu lieu en 1890, pour dire. Ah, d'accord. Bon, point d'histoire. On va passer au sujet de Camilla. Allez, on y va. Inauguration, vous l'avez certainement entendu, de la première centrale solaire flottante en France. Regardez ces images commentées par Camilla Campuzano. On connaît les panneaux solaires sur les toits des maisons, et bien figurez-vous qu'on peut aussi les installer sur l'eau. Dans le Vaucluse flotte la plus grande centrale d'Europe de ce type. Elle est installée dans une ancienne carrière qui s'est remplie d'eau. 47 000 panneaux photovoltaïques sur 17 hectares, soit une surface équivalente à 24 terrains de football. Un terrain de jeu pas si surprenant pour produire de l'électricité. Il y a un rafraîchissement lié à la proximité avec l'eau qui fait que le panneau produit mieux. Contrairement à ce qu'on peut penser, là où un panneau solaire produit le mieux, c'est pas en plein désert, c'est plutôt un endroit où il va y avoir du soleil et également de la fraîcheur. La fin d'un chantier d'une année, tous ces panneaux solaires ont dû être posés sur des flotteurs. Cette centrale peut fournir de l'électricité à 10 000 personnes. Côté financier, ça peut être intéressant. Prix de vente du kilowattheure, 62,50 €. C'est 2 fois moins cher que l'électricité nucléaire. Du potentiel également en termes de développement. Si tous les lacs artificiels de France étaient transformés en centrales solaires, ils pourraient fournir de l'électricité à 10 millions de personnes. Alors avec ce dispositif, la ville de Piolan devient l'une des rares villes de France à énergie positive. Autrement dit, elle produit plus qu'elle ne consomme. Allez, après cette centrale solaire flottante, on passe aux inondations. On est 1 an après et rien n'a changé, ou presque. Dans la nuit du 14 au 15 octobre 2018, vous vous en souvenez certainement, des orages diluviens dévastent une partie du département de l'Aude. 15 personnes perdent la vie dans ces inondations. Plus de 250 communes sont touchées. Les habitants n'ont rien oublié. Les élus tentent maintenant de trouver des solutions. Antoine Bourdarias, Perrine Mislang et François Guin. En 1 an, ça s'est pas arrangé, quoi. Et après 1 an, ce quartier est toujours déserté. Sur les portes des maisons, des arrêtés de mise en péril et des demandes d'évacuation. On est parti au bon moment, parce que là, il n'y avait pas d'échappatoire. Hein. Cet habitant de Coufoulins a eu 2,30 m d'eau dans sa maison. Nous l'avions d'ailleurs rencontré au lendemain de la catastrophe. La maison a explosé, c'est dingue. 35 ans de travail pour ça. Actuellement locataire d'un logement, ce sinistré a racheté un terrain sur sa commune, mais loin de la rivière. Pour moi, c'est trop lent maintenant. On a très bien été épaulé par les pouvoirs publics et tout ça jusqu'à maintenant, et je voudrais qu'il continue. Mais mon projet, et le projet avec ma femme, c'est de faire construire une maison en haut du village. À Coufoulins, c'est un quartier fantôme que traverse le maire. Ils ont été fouillés et les fondations ont bougé. Ici, les inondations successives sont de plus en plus rapprochées. Puis maintenant, vous voyez, voilà, 2018. Persuadé qu'il y aura d'autres inondations, le maire va rendre la zone inconstructible. C'est toute la zone qui a été inondée et qui sera détruite dans l'année à venir. On va faire appel aux financeurs pour dynamiser toute cette partie, c'est-à-dire des aires de jeu, parcours de santé. Au total, 20 maisons seront rasées, des travaux qui s'élèvent à 6 millions d'euros et qui doivent débuter en janvier prochain. Question.
Puis on va revenir en arrière. Guillaume, qu'est-ce qui s'est passé ça s'est passé la nuit d'ailleurs, ça s'est déroulé la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, une nuit de dimanche à lundi, alors c'est un épisode Cévenol, c'est typique à cette période de l'année. Là, on va même plus parler d'épisodes méditerranéens, puisque ça ne touche pas les Cévennes précisément, mais plutôt la vallée de l'Aude, et notamment la région de Trèbes. Il est tombé jusqu'à 296 mm de pluie. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est surtout dans le laps de temps très court où cette pluie est tombée, puisqu'il est tombé près de 300 mm de pluie en seulement 6 heures. C'est donc l'équivalent de 4 mois de pluie en quelques heures à peine. Et conséquence immédiate de ces fortes pluies, bien, les cours d'eau ont réagi très très vite et l'eau est montée de 7,27 m en quelques heures. C'est à peine quelques dizaines de centimètres dans le lit de la rivière et on est monté quasiment à près de 8 mètres, si bien que l'eau est arrivée par endroits au niveau du premier étage des habitations. On était à 30 cm du record historique de la crue de 1891. C'est dire l'ampleur. Et le bilan évidemment dramatique, 15 morts, 15 000 habitations touchées, 3800 véhicules détruits et toutes ces images dont on se souvient évidemment. Emma, Aziza, est-ce qu'on a tiré les leçons de ce qui s'est passé cette nuit-là? Alors déjà, pour revenir un petit peu sur cet événement et justement sur ce qui s'est passé, il faut comprendre que avant de tirer les leçons, on se rend bien compte que c'est un territoire qui avait déjà été meurtri en 1999, sauf que la zone qui avait été concernée, en fait, n'était pas la même. Donc on n'a pas le même territoire du département qui a été touché. Et suite aux inondations de 99, qui d'ailleurs ont permis une prise de conscience généralisée en France du risque inondation justement de type méditerranéen, qui avait initié grâce à ça, j'ai envie de dire grâce, parce qu'on s'est rendu compte que la population n'était pas au courant de nouveaux systèmes qui ont été mis en œuvre depuis, qui sont aujourd'hui connus par les populations, comme le système des cartes de vigilance météorologique, et ensuite, en 2005, les cartes de vigilance hydrologique, le système Vigicru. Ça, c'est arrivé justement suite aux inondations de 1999. Donc, un territoire complètement sinistré. On arrive en 2018 et à nouveau, on vit un nouveau sinistre dramatique qui va traverser tout le territoire. Sauf qu'effectivement, tous les travaux qui ont été menés pour protéger la zone qui avait été meurtrie, le territoire ne va pas être concerné directement par ces pluies, puisque ça va se situer plutôt au centre du département de l'Aude. Et il va y avoir 2 événements majeurs. Le premier, c'est qu'effectivement, ça se passe la nuit et on va avoir de tout petits cours d'eau, en fait, qui vont se mettre en charge très rapidement, qui vont gonfler jusqu'à 2 à 3 mètres par heure. Il faut imaginer une hauteur d'eau qui monte comme ça de 3 mètres en l'espace d'1 heure. Et donc, qui vont se déverser comme ça et traverser les villages avec ce que l'on appelle des effets de ruissellement direct. C'est-à-dire, on va avoir des pluies diluviennes, ça traverse le territoire, ça dévaste le territoire et c'est là qu'on va avoir les victimes. Et ensuite, dans un second temps, ça va rejoindre le fleuve principal, qui est l'Aude. Et effectivement, la hauteur va monter de manière conséquente. Mais là, on n'aura plus de victimes, parce que l'eau va être concentrée, en fait, dans le cours majeur. Donc, même si ça monte très haut, ce sont des zones qui sont déjà contrôlées parce qu'elles sont inondables. De l'autre côté, en fait, c'est les autres territoires, ceux qui ont été meurtris, là où il y a eu des victimes, ce sont des territoires qui sont soumis à des risques de ruissellement, de crues éclairs. Donc, c'est de l'eau qui va réagir directement sur les territoires. Et ça pose encore la question de la cartographie du risque inondation en France. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit concevoir effectivement uniquement le risque inondation sur les grands cours d'eau et les axes majeurs, ou bien est-ce qu'on ne devrait pas aujourd'hui, dans une ère où on est sur le 2 voire 3.0, considérer un territoire qui va réagir de manière multifactorielle, et il va falloir trouver des outils en conséquence pour pouvoir faire réagir vite les populations, les prévenir rapidement et pas avec des messages floutés. Parce qu'une vigilance orange, comme on l'a actuellement, puisque c'est intéressant finalement, on est exactement dans cette situation. Est-ce que c'est une vigilance orange qui va vers le jaune ou qui va vers le rouge? Aujourd'hui, quand vous avez une vigilance orange 1 fois, 2 fois, 10 fois sur un territoire, que vous montez tous vos véhicules en amont du village, vous le faites 1 fois, vous le faites 2 fois, mais c'est un peu comme l'histoire de Pierre et le loup. À un moment donné, vous arrêtez. Sauf qu'à un moment donné, ça va vous concerner. Et cette vigilance orange, elle concerne tout le département. Or, sur les à peu près 400 communes d'un département, il y en a peut-être 2 ou 3 communes qui vont être touchées et qui vont être concernées par cet événement. Donc ça nous pose cette question de sa perception de la vigilance et de la question de l'alerte et de comment on va devoir créer des nouveaux outils demain.
Et en pleine nuit, parce que là, d'après en ce que nous pleine nuit. disait D'ailleurs, Guillaume, les drames c'est prévenir les gens en pleine nuit. Est-ce qu'on lit son c'est ça. téléphone portable? Est-ce qu'on, voilà, il y a Exactement. d'autres questions qui se posent. Mais les drames se produisent d'ailleurs souvent la nuit et souvent les nuits de week-end. Ouais. Rappelons-nous Xynthia en 2010, une nuit de samedi à dimanche. La Côte d'Azur en 2015, début octobre, c'était une nuit de vendredi à samedi. Là, c'était une nuit de dimanche à lundi. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'un retour d'expérience est sorti. C'est un rapport de près de 170 pages. Donc, on a fait le bilan de cet épisode. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Alors, en conclusion, on nous dit quand même que la gestion de crise a été globalement satisfaisante, mais il y a quand même eu 15 morts. Donc il faut trouver ces moyens. Alors parmi les moyens, il y a notamment le cell broadcast. C'est ce système qui permet d'activer tous les téléphones portables à côté d'une antenne relais. Si par exemple on estime qu'il y a un risque imminent d'inondation dans une commune, on peut activer tous les téléphones portables avec cette méthode-là. Ça se fait aujourd'hui ? Alors aux États-Unis, on le fait. Ça marche très bien pour les tornades, pour les inondations, ça marche très très bien. Le problème, on ne l'a pas mis en place en Europe parce qu'il y a le problème de la protection des données, de la liberté, de l'atteinte aux libertés, parce qu'on est capable de savoir où se situent les gens. Et donc il y a ce problème, même si l'Union européenne l'année dernière avait rappelé son intention vraiment de mettre cette méthode en place parce que ça pourrait être notamment une des solutions. Alors, on voit le maire parler dans le reportage qu'on a diffusé. C'était il y a un an. Il promettait des aménagements. Ils ont été réalisés pour certains. Est-ce que, avec le recul, ce sont les aménagements appropriés? Est-ce que c'est adapté d'après ce que l'on sait maintenant? Le problème, c'est que est-ce qu'on a suffisamment conscience des risques sur tous les terrains? Ça, c'est une question qu'on peut poser à Aziza, justement parce que vous avez travaillé avec la préfecture de l'Hérault. C'est intéressant parce que peut-être que le maire se dit on va, là où l'eau est passée, détruire les maisons, ne pas délivrer de nouveaux permis de construire, sauf que demain, après-demain, on attend un nouvel épisode de pluie. Est-ce que finalement les conséquences, elles ne seront pas également notables ou dommageables dans d'autres secteurs? Est-ce qu'on a le recul finalement nécessaire et suffisant pour se permettre de dire oui, aujourd'hui, ma population est totalement adaptée à ce risque? J'en suis pas certain. Je pense qu'effectivement, ce rapport met en évidence différentes choses. Premièrement, la réponse extrêmement tardive de la préfecture, ce à quoi le préfet en poste à ce moment-là a répondu par une lettre ouverte qui apparaît dans ce rapport, justement du fait qu'il manque cruellement de moyens humains et matériels. Et effectivement, en France, aujourd'hui encore, en 2019, j'ai envie de dire, 2020, vous vous rendez compte que quasiment toutes les communes, enfin les préfectures, n'ont pas tous des systèmes d'information géographique qui nous permettent d'avoir une cartographie ciblée des zones dangereuses sur le territoire. On n'a pas toujours accès à une formation de très haut niveau et souvent très peu de moyens, tout simplement parce qu'il faut un système d'astreinte quand ça se passe la nuit. Et donc, il faut qu'il y ait un personnel qui soit extrêmement formé et qui puisse générer une rotation. Il y a autre chose qui est souligné dans ce rapport, c'est effectivement le fait que le plan Orsec, le dispositif Orsec, qui est la boîte à outils de la préfecture, n'a pas été mise à jour depuis 2011. Et là encore, c'est une mise à jour qui est obligatoire tous les 5 ans. Elle n'a pas été faite dans le département de l'Aude, mais ça pose une question plus large sur le fait que ce n'est pas fait dans quasiment tous les territoires des départements en France. Et c'est aussi le cas, d'ailleurs, des plans communaux de sauvegarde. Un plan communal de sauvegarde, donc c'est la boîte à outils de la mairie, est quelque chose qui est totalement obligatoire, on l'a dit, dans ces zones qui sont reconnues comme étant inondables. Et pour autant, même dans ces zones où on a focalisé sur la question du risque, il reste encore à peu près 2000 collectivités qui n'ont pas réalisé leur plan communal de sauvegarde. Et pour la majeure partie des autres, c'est-à-dire à peu près 10 000 communes en France qui ont cette obligation-là, la plupart ne sont pas mises à jour. Or, on voit bien qu'en 5 à 7 ans, on perd la conscience du risque, les acteurs changent, les systèmes évoluent et donc nécessairement, on doit remettre à jour toutes les données et toutes les informations et les leçons que nous donnent en fait ces crises qui nous permettent d'avoir des retours d'expérience. Est-ce que le risque inondation va augmenter ces prochaines années ? Alors clairement oui, en tous les cas les signaux sur le bassin méditerranéen pour les épisodes d'inondation de type crue éclair, donc qu'on retrouve en Méditerranée, qu'on connaît sous le nom d'épisode Cévenol, mais qui plus largement recouvre l'ensemble du pourtour méditerranéen, on va dire de Port-Bou, Perpignan jusqu'à Nice en fait. Ce sont des événements qui vont être amenés à s'accroître dans le temps, tout simplement parce que les éléments dans la recette qui permettent de générer
ces épisodes, ce sont un air chaud et un air froid, et donc on a de plus en plus de masses d'air chaude qui sont de plus en plus conséquentes. Le bassin méditerranéen a été extrêmement sollicité avec les différentes périodes de canicule qu'on a eues cet été. Donc en fait, c'est une réserve d'énergie un peu, j'ai envie de dire, quasiment illimitée, qui va fournir de l'air chaud en permanence. Et avec l'arrivée des fronts froids, effectivement, on va avoir des événements de plus en plus importants, de plus en plus brutaux, et des périodes de plus en plus importantes de sécheresse où on n'aura aucun signaux de pluviométrie et d'un seul coup des signaux extrêmement violents. Et ça nous pose la question de notre vulnérabilité organisationnelle, comment on va s'organiser à l'échelle de sa famille, de son bien, de sa maison, comment est-ce qu'on comprend qu'on est situé dans une zone vulnérable, premièrement, mais deuxièmement, quand est-ce que ça va être vulnérable, parce que même si, je vous donne un exemple. Vous imaginez, on a construit une maison et donc on a mis en place toutes les solutions qui nous permettent de nous protéger. Aujourd'hui, ça existe. On a des solutions qui permettent de rendre quasiment imperméable une maison jusqu'à une certaine hauteur d'eau. Si vous mettez ce que l'on appelle ces bâtards d'eau, donc dans tous les entrants, c'est des barrières qui évitent à l'eau de rentrer. Si vous mettez des zones refuges, mais que vous n'êtes pas alerté en temps et en heure, vous n'irez pas vous confiner, vous n'irez pas vous protéger. Donc la question, elle est beaucoup plus globale, de créer une cohérence entre le tout. Alors, il pleut plutôt beaucoup en ce moment, Guillaume. Alors, c'est pas linéaire sur tout l'hexagone. On a parlé de sécheresse au printemps cet été. Est-ce que les nappes phréatiques se remplissent en ce moment ? Oui, alors ça va un petit peu mieux. Effectivement, ces pluies, elles sont bénéfiques parce que la végétation a moins besoin d'eau qu'au cours de l'été, donc l'eau va pénétrer plus facilement dans les sols. Donc ça, c'est un bon point. Alors, encore 77 départements concernés par des restrictions d'eau, mais ça commence à s'améliorer car il y a de moins en moins d'arrêtés de restriction d'usage de l'eau, donc ça, c'est plutôt un bon point. Et puis voilà l'état des nappes phréatiques actuellement, qui n'a pas pris encore en compte les pluies qui nous concernent depuis quelques jours. On voit que ça va beaucoup mieux dans le nord-ouest, là on a retrouvé un niveau normal. C'est encore compliqué dans l'est, mais là il pleut depuis maintenant 48 heures, donc ça veut dire que petit à petit, on va retrouver un niveau plus normal. Alors pas demain, pas à la fin du mois, mais plutôt au cours du mois de novembre ou au cours du mois de décembre, à condition bien sûr que l'eau continue de tomber, et c'est vraisemblablement ce qui va nous occuper ces prochains jours et ces prochaines semaines. Donc a priori, on commence à voir le début de la fin de cette sécheresse qui nous aura occupés pendant plusieurs mois. Et on le rappelle, Guillaume, il y a 4 départements qui sont donc en vigilance parce qu'on attend de très fortes pluies. Oui, alors Quels sont ces départements ? Effectivement, ça a commencé ce week-end, vous l'avez dit, donc l'Ardèche, la Haute-Loire, la Loire et ainsi que le département du Rhône sont actuellement en vigilance orange, mais ce n'est que le début de cet épisode d'intempéries qui va nous intéresser jusqu'à jeudi. Demain, ça va plutôt se décaler vers la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et puis on va avoir une nouvelle accentuation de ces pluies et un nouveau renforcement de ces pluies entre mardi et mercredi sur le Languedoc et surtout sur le Roussillon. Donc là, on suit vraiment avec intérêt ce qui va se passer, puisqu'on est vraiment dans une configuration où des orages pourraient être stationnaires, ça veut dire apporter énormément d'eau en peu de temps. C'est ce qu'on disait avec ce risque de crue éclair. Donc ces 2 journées sont vraiment un risque pour le Languedoc-Roussillon, et puis ça se décalera ensuite en fin de semaine vers la région PACA et vers la Corse, avant le retour d'un temps plus calme le week-end prochain. Bon, continuons à suivre la météo sur LCI, bien sûr, Guillaume, avec vous tous les matins, et puis toute l'équipe météo. Merci beaucoup d'être venu sur LCI. Restez avec nous dans quelques instants, on va continuer à parler politique. On va s'intéresser à la situation à la SNCF, sur ces listes qui éventuellement pourraient voir le jour au moment des municipales, listes communautaristes, et puis on reviendra également quelques instants sur la prestation de Marine Le Pen lors du grand jury. À tout de suite.